J'enfile ma robe comme un costume de super-héros. Je sais que je suis en mission. C'est vraiment une carapace qui me permet de prendre la parole pour ceux que je défends. Le droit évolue, il nous faut accompagner cette évolution pour que la justice reste l'affaire de tous. La loi a évolué et la justice aujourd'hui, c'est plus celle de l'après-guerre. Je suis avocat en droit pénal et j'exerce en droit pénal quasi exclusivement, en majorité en défense. Le droit pénal, c'est le droit qui vient sanctionner des comportements qu'une société donnée considère comme contraires au droit et à la morale, parfois. Donc moi, je suis avocat en droit du dommage corporel. Le droit du dommage corporel, en fait, c'est assister les victimes, celles qui sont atteintes dans leur intégrité physique, psychique, ou bien qui sont tuées. Dans ce cas-là, on assiste les proches. Et c'est les accompagner tout au long de ce processus qui va arriver à une réparation. Bonjour, vous allez bien? Bon, très bien. Aujourd'hui, on est à l'approche du procès. Donc, je voulais faire un point sur vous, tout à la fois sur le processus indemnitaire et puis après sur le procès qui arrive et qui commence au 19 septembre. Vous voulez témoigner? Non. Vous êtes sûr? Oui, pour l'instant, dans l'immédiat, ouais. J'arrive même pas à lire le témoignage de Steph. J'arrive pas jusqu'au bout. Donc, je suis un peu... voilà. Je pense que j'y arriverai pas. Je suis encore mentalement et psychologiquement fragile. Voilà, rien que d'en parler, ça me... Voilà. Je me sens pas... Dans l'immédiat, je me sens pas capable de le faire. Ok, on verra de toute façon. Vous savez que le recueil de votre parole, il s'effectuera dans la deuxième partie du procès. Peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez plus envie de témoigner. Je ne vous presse pas, je sais que c'est difficile pour vous. Mais je voulais vous indiquer pourquoi, à quel point pour moi c'est important que vous parliez. D'abord parce qu'on est aujourd'hui dans une justice qui n'a plus tellement les moyens, qui n'a plus tellement le temps. Et là, on a une justice qui s'accorde les moyens et qui donne le temps aux victimes. Et vous allez être entendu, là, vous n'avez pas été entendu pendant le cours de l'instruction, vous n'avez pas été convoqué chez le juge. Vous allez effectivement avoir ce temps de parole et un temps d'écoute par le tribunal qui est extrêmement important. C'est comme si effectivement, il y a un peu de poids que vous arriviez à déposer entre les mains de la justice en disant voilà, ça c'est pour vous, mais là, moi je ne peux plus le porter tout seul, quoi. C'est ça, c'est ça. Et ce soulagement que vous aurez, cette chose, ce sentiment d'avoir porté quelque chose, ça sera très important. Oui, ça va être une libération. Parce que On va travailler tous les deux à ça. oui, on va travailler, oui. On va l'équipe des deux. Voilà. La sanction pénale n'est jamais à la hauteur du chagrin des victimes. On n'achète pas une vie avec une autre vie. Mais il doit y avoir quand même une correspondance. La peine, ça doit être cette prise en compte de la mesure de ce qui a été éprouvé par les victimes. J'entendrai toujours la souffrance d'une partie civile et d'une victime. Mais je considère malgré tout que c'est justement quelque chose qui lui appartient à elle et qu'elle ne sera jamais, de toute façon, qu'elle pourra jamais n'être satisfaite par une décision qui, par ailleurs, peut sembler être juste au regard de l'intérêt général, au regard de la personnalité de l'accusé, au regard des faits commis, au regard de la victime et de la partie civile. S'il n'y a pas d'apaisement de la victime, la justice, elle n'est pas rendue. Quand tu as une peine, par exemple, pour le verdict que j'ai eu il n'y a pas longtemps, où tu as 6 gamins qui sont morts par le fait d'un conducteur professionnel qui n'a pas respecté les règles du code de la route, et que tu as 1 an de prison ferme qui va être pouvoir aménager, les gens, ils ne comprennent pas. Il n'y a pas cette mesure. Il doit y avoir... C'est un juste équilibre. Le poids de leur souffrance, de toute façon, pardon, mais ne sera jamais réparé. Et une peine d'1 an à aménager, pour moi, peut être une peine sévère aussi, dans certains dossiers donnés, ou une peine juste et qui correspond à quelque chose. Je pense qu'une bonne peine ne passe pas par des années et des années d'emprisonnement. Je crois qu'on n'en est plus là. À votre arrivée au cabinet? Oui, merci. Bienvenue. J'ai été contactée par la famille d'un détenu qui est actuellement à la maison d'arrêt de la santé en matière de terrorisme. Ah, super. Ouais. D'accord.
Ça a bien accroché. Il devait me donner sa réponse parce que je lui ai présenté une idée des honoraires, comment je travaillais, etc. etc. Et j'ai reçu ce week-end un SMS de son frère qui le voit au parloir et qui me disait que tout était OK et qu'il allait donc nous désigner au greffe. Il faudrait qu'on aille le voir début juillet à la santé. Ok. Ça, c'est génial. Bon, super. Ouais. Ouais. Ah, ça, je suis ravie. Les Ouais. dossiers de terrorisme, c'est vraiment des dossiers difficiles, bien sûr, très à part, à tout niveau. Ouais. En l'occurrence, ce dossier-là, il y a vraiment matière à contestation et à faire une défense intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le fait d'être une femme facilite parfois certaines confidences entre le client et la... Ouais. Vous l'avez ressenti, vous, ça? Ouais, peut-être qu'il s'y livre plus facilement à une femme qu'à un homme. Ouais. Sur certains sujets. Ouais. Qui pourraient être finalement plus mais c'est vrai. Hein, honteux ou vis-à-vis d'un homme. Parce que, au final, il y a quand même des personnalités chez les clients. Avec nous, il n'y a pas une question d'ego, vous voyez. Donc, du coup, ils sont assez naturels. Et, J'avais senti votre fibre un peu pour la dimension psychiatrique, psychologique des dossiers. Ouais, ça m'intéresse beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier. L'aspect humain de ceux qu'on défend, du passage à l'acte et tout, ça me passionne. Non, mais il y a de quoi faire, on va pas s'ennuyer. Bonjour, soyez les bienvenus dans Dimanche en politique. Au 1er octobre, la France comptait exactement 72 350 détenus, dont près de 800 à la maison d'arrêt de Gradignan, l'un des établissements pénitentiaires les plus surpeuplés et les plus vétustes du pays. En mode sécheresse, elle est indigne cette prison. C'est la honte. Même les détenus, pardonnez-moi, mais les plus aguerris ou les plus blasés au système pénitentiaire sont aujourd'hui en souffrance et effectivement pleurent régulièrement au parloir et le quotidien est devenu très compliqué. L'incarcération ne doit pas être synonyme de mauvais traitement. La première fois que je suis allée en établissement pénitentiaire, c'était à la Maison d'arrêt de la Santé à Paris, quand j'étais encore collaboratrice. Et en sortant, je me suis dit, moi, je retourne à la liberté et lui, il reste à l'intérieur. Et ça m'a vraiment marqué, et je crois que ça a marqué aussi ma carrière. Et quand on est avocat pénaliste, on va régulièrement en détention, c'est notre quotidien. C'est aussi le parloir avocat avec le client, c'est un lien de confiance qui se tisse avec le client, c'est un lien de proximité, c'est un lien qui est presque indescriptible, mais c'est ce qui construit aussi une relation de défense. Et il n'y a pas un pénaliste qui ne va pas en prison. Quand on parlait de honte, c'est tout à fait ça. Hein. Quand vous avez les détenus nous le disent, moi, qui sont obligés de se mettre des boules caisses dans les oreilles et du linge humide dans la bouche pour éviter que les cafards rentrent parce qu'ils montent le long du corps, c'est quand même une catastrophe absolue et une honte absolue. Ce qui est terrible, malgré tout, c'est que même ça n'émeut pas. Parce que ce sont des délinquants, parce que ce sont des méchants en détention. Donc c'est compliqué aussi. En détention, et c'est lié aussi à la surpopulation, vous avez à peu près un tiers aujourd'hui des détenus qui souffrent de pathologies mentales et qui n'ont rien à faire en détention aussi. Donc il y a un véritable problème d'accès aux soins en prison et en l'occurrence à la maison d'arrêt de Gradignan. Aujourd'hui, il y a un problème de traitement du fou, de celui qui n'est pas responsable pénal par la médecine. À savoir que tu vas avoir 4 experts, 2 qui vont te dire que la personne est responsable de ses actes, 2 qui vont te dire qu'elle est irresponsable. On va finir par prendre une décision d'irresponsabilité avec un médecin qui vient te dire « oui, il est irresponsable au moment où il a commis les actes, mais on va le mettre sous traitement et il ressortira. » Et il ressortira. Et il arrêtera de prendre son traitement et il est tout à fait possible qu'il recommence. Là, c'est juste pas possible pour les victimes. Moi, j'ai une lecture un peu différente parce que justement, c'est un sujet qui me plaît énormément, la question de l'irresponsabilité pénale. Et très souvent et de plus en plus, on voit des experts justement judiciaires qui ne reconnaissent pas des abolitions du discernement, puisqu'on est en train de parler de ça, par souci de justice pour que l'auteur soit jugé et confronté à son passage à l'acte et que les victimes soient réparées dans leur
par souffrance. Et ça, c'est un travers aussi qu'on rencontre actuellement et qui est problématique à mon sens. Docteur, c'est atroce, c'est un enfer, il faut que je m'échappe, je dois emmener les enfants. C'était une lettre parfaite de ce qu'on appelle la mélancolie, qui est la forme la plus grave et la plus suicidogène de dépression, et qui est le plus pur exemple d'abolition que personne ne conteste. Ça donne ce qu'on appelle des suicides altruistes, c'est-à-dire une mère emmène ses enfants avec elle dans la mort parce qu'elle les soustrait à l'enfer, et parce que ne pas les emmener serait les abandonner. Eh bien, les experts qui ont entendu cette lettre se sont recroquevillés de honte et ont dit: ah, mais Monsieur le Président, alors on n'avait pas connaissance de cette lettre. Le président de la Cour d'assises leur dit: Messieurs les experts, c'est formidable, mais nous allons nous passer vos services et nous allons juger en fonction des faits. Et elle a pris 30 ans au perpète. Je ne sais pas. On ne peut pas juger et condamner un homme qui était atteint de troubles mentaux quand il a commis un acte, même le pire qui soit. C'est un sujet, je pense, dont longtemps tout le monde s'est plus ou moins désintéressé. J'ai eu l'idée que ça ne pouvait être que pluridisciplinaire, magistrats, médecins, psychologues, infirmiers, avocats, pour appréhender ensemble cela et faire en sorte que ces hommes soient ou jugés s'il le fallait, ou pas jugés, reconnus malades et pris en charge. Ce sont des clients qui sont extrêmement seuls, ils sont extrêmement démunis, il y a rarement beaucoup de familles. Ils sont perdus dans leur maladie, ils sont perdus dans leur souffrance, ils sont isolés des détenus, ils sont isolés de la détention, ils sont montrés du doigt aussi par les surveillants, on les traite de fous, on les traite de débiles, ils sont rejetés par tout le monde, ils sont craints par les autres détenus. Effectivement, ils sont isolés aussi dès lors dans des quartiers spécifiques où bien ils ont droit à des promenades vulnérables, comme on dit, mais ils sont encore plus stigmatisés. C'est des situations qui sont compliquées. Tout ça, on doit le dénoncer encore une fois. J'insiste pour dire que tout ça, c'est dans le code de procédure pénale et je crois qu'il faut, à ce titre-là, si ça vous intéresse, faire notre métier d'avocat. Je vais juste laisser le mot de la fin à Christine Maz. Alors oui, Maud, je te l'indique, le barreau de Bordeaux va créer un observatoire de la folie. Maud Sécheresse portera, avec beaucoup de brio, ce travail. Ça a l'air bon. Ici. C'est là pour un top. Merci beaucoup. Je vous emmène du pain tout de suite. Bon appétit. Merci. Quand j'ai vu cette femme arriver, donc, sur qui pesaient de très lourdes accusations, homicide involontaire, blessure involontaire, etc. Et quand j'ai vu cette femme arriver, on est 6 ans après les faits. 6 ans après les faits. Et cette femme qui accepte pas sa culpabilité, je peux le comprendre. Je peux le comprendre qu'elle accepte pas sa culpabilité. C'est dur de faire face à sa responsabilité. Très peu de gens y arrivent. Surtout dans ce genre de dossier. Mais qu'elle essaie de s'ériger comme la victime ultime, à savoir, elle est victime comme les autres, parce qu'elle aussi elle a eu un accident. Le fait qu'elle l'ait causé, effectivement, elle n'arrive pas à l'admettre. Mais en plus, elle était plus victime que les autres. Parce qu'elle était poursuivie. Donc elle avait été victime de l'enquête et de la police. Elle avait été victime des avocats de partie civile qui lui parlaient mal, et donc elle a fait un malaise. Et c'est parce qu'on a dit qu'elle avait été torturée par les avocats de la partie civile. Là, il y avait un manque de dignité, parce qu'effectivement, ces gens-là qui ont leurs enfants handicapés, qui ont leurs enfants choqués, traumatisés, ceux qui pleurent leurs enfants, il y a l'auteur qui va se mettre comme la victime, la seule et unique victime, la victime avec un grand V, quoi. Et ça, c'était insupportable. En décembre, on organise les 30 ans de ma promo. Ça va faire 30 ans que je suis avocat, et donc avec toute ma promo. Super, c'est sympa de faire ça. Ouais, c'est sympa. Mais alors, dans notre promo, il y avait un peu plus de garçons que dans les autres. Ma promo, on était, allez, je sais pas, 90, il y avait 5 garçons. Ah oui, Nous, on était 99, il y avait 10 garçons. Bah déjà, en fac de droit, il y a peu de garçons. Mais alors, à l'école des avocats, c'est vrai que... Il y a encore moins. Que des femmes. Donc, en fait, le fait qu'on soit un cabinet exclusivement féminin, ça n'a rien d'exceptionnel. Non, c'est...
Bonjour. C'est la dernière expertise, monsieur Serre. C'est terminé après. J'espère. Ouais. Bah oui, ça fait c'est la quatrième. Hein. Quatrième, ouais. Il va falloir insister surtout sur la perte d'autonomie, sur ce que c'est au quotidien. Voilà. Voilà, tout à fait. Ça va aller. C'est la dernière. Ça ne veut pas dire qu'après, ça sera le bout du chemin. Et si jamais on ne se met pas d'accord, il n'y a pas d'obligation. Les discussions, c'est important. Très souvent, on trouve un accord. Mais s'il n'y a pas d'accord, il ne faudra pas avoir peur d'aller au tribunal parce que c'est là que la justice est rendue. Hein. On a notre médecin qui est là. Hop. Dans le dommage corporel, c'est qu'on a le côté humain, qu'il y a aussi au niveau pénal, et on a un côté extrêmement technique. Quand je vais plaider, je ne vais pas demander la charité. Je vais demander justice et l'application du droit. Parce que l'indemnisation, à la fin, effectivement, c'est un calcul, et un calcul qui est le résultat d'une technique extrêmement complexe. Le cours, c'est le recours du tiers payeur, les aspects pratiques. 6 heures sur recours des tiers payeurs, franchement, on n'est pas dans le glamour. On est les mains dans le cambouis, on est dans la technique. Si vous ne connaissez pas le recours des tiers payeurs, vous ne pouvez pas pratiquer le dommage corporel. Les avocats ont une obligation de formation continue. Et la plupart du temps, c'est d'autres avocats, spécialistes comme moi, ou qui ont une compétence particulière, qui vont venir à l'école d'avocats pour donner des cours à leurs confrères. C'est ça mon total de préjudice. Et si vous ne prenez pas la peine de faire cette addition au départ, vous risquez la double imputation ou vous risquez de manquer la préférence de la victime. Notre matière est tellement complexe qu'il faut qu'on soit pédagogue et il faut qu'on soit facilitateur. On n'est pas des matheux, on est des juristes. En dommage corporel, la calculatrice, elle fait partie de notre quotidien. Et nos calculs peuvent être complexes. On fait ça toute la journée, pas les juges. Donc il faut qu'effectivement on soit pédagogue. Pour certains juges, ça ne va pas servir parce que vous avez des juges qui sont extrêmement spécialisés et qui vont en connaître plus que vous et moi, sans aucune difficulté. Mais ça ne sera pas le cas forcément de juges dans des petites juridictions qui ont traité le tout venant. Et là, on a véritablement notre travail à faire et c'est le sérieux de notre travail qui peut amener à une crédibilité. Et cette crédibilité, elle vous permet de discuter et d'amener des idées. Et c'est là où véritablement c'est important. Si je partage ça avec vous, c'est pour ça aussi. C'est pour que cette crédibilité, elle soit pas uniquement celle de un ou deux, mais qu'elle soit celle de plusieurs. Je trouve que trop de nos confrères spécialistes veulent garder leur savoir pour eux. C'est important pour moi de partager. Pour plusieurs choses, je trouve que de toute façon, quand tu es engagé, que ce soit de ton côté ou de mon côté, tu veux que notre métier soit bien fait. Pour moi, ça passe par l'enseignement. Si on veut que notre profession soit valorisée, si on veut que notre profession avance, si on veut que notre profession soit comprise et bien exercée, on doit transmettre notre expérience, notre activité, notre quotidien. L'infanticide, c'est un domaine où, devant la cour d'assises, ça fait partie des types de faits qui sont le plus rejetés par les jurés. Une femme accusée, elle va être en moyenne jugée beaucoup plus sévèrement par la justice et encore plus en tant que mère, encore plus quand elle commet un crime sur ses enfants. Est-ce que selon vous, elle mérite de sortir et d'être mise en liberté? Je suis convaincue qu'elle ne mérite pas d'être en détention provisoire. Ouais, mais vous avez du mal avec ce qu'elle a commis? Ouais, je suis entre deux. Donc c'était difficile pour vous? Ouais. D'accord. Après, comme vous dites, je ne sais pas, peut-être que demain, quand on rencontre là, un dossier comme ça sur le papier, je vais même l'approprier parce que, après, quand on rencontre peut-être les personnes, c'est différent, oui, on s'attache. Vous personnifiez beaucoup, ouais, tout à fait. Moi, j'ai toujours dit, petit aparté, c'est jamais des faits, des types de faits que je ne pourrais pas défendre, c'est plutôt des personnalités. Même pour, j'ai défendu des cons, et vraiment je l'ai fait mais à contre-cœur parce que c'était mon métier, etc. Mais il manque un truc et pourtant c'était pas les faits les plus graves qui soient ou autres, et inversement dans des faits qui semblent graves ou terribles, vous trouvez un truc à cette personne. Alors ensuite,
Madame le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, je suis ici devant vous pour la défense des intérêts de Marine. Marine n'est pas dangereuse. Elle a besoin d'aide. Elle a entamé une belle démarche d'introspection et souhaite s'en sortir. Marine a déjà passé 12 mois en détention. Et ce sont déjà 12 mois de trop. C'est pourquoi je vous demande d'accepter sa demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire, le temps que la procédure suive son cours. Très bien. De très bonnes prestations. L'idée, c'est que ça touche les magistrats en face et qu'ils se disent, mais ouais, c'est vrai que 12 mois, même un jour en détention, c'est un jour très marquant. J'aimerais que vous nous redisiez cette phrase, mais avec le ventre, ouais, que c'est ça, que vous marquiez vraiment, comme si vous l'aviez à côté de vous, Marine, que vous marquiez ce que ça représente. Quand vous dites quelque chose d'important, mais dans toutes les plaidoiries, dans toutes les matières, vous marquez un tout petit silence après, pour voir les juges, 12 mois. Et pour 12 mois, un an, ah oui, c'est vrai. Et pour pas que ça passe, parce que vous avez des très bonnes phrases, mais qui sont enveloppées dans toute votre démonstration, et du coup, elles ne s'isolent pas. Et réessayez. Marine a déjà passé 12 mois en détention. Ce sont déjà 12 mois de trop. C'est bien. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'il faut ressentir, parce que c'est comme ça que les magistrats, on vous dit bah, pourquoi elle s'arrête, ou pourquoi, et vous aurez la captation. Mais c'est très bien. C'est bien, je suis dure, c'est bien. Merci. Merci à tous, bravo, continuez comme ça, ayez confiance en vous, gardez l'humilité. Allô? Oui, ouais, Maud. Ouais. Bonjour. Bonjour, je vous dérangeais pas? Je suis à l'audience, hein, mais comme c'est long, il me demande s'il peut faire appel. Sur les dommages et intérêts Sur les dommages et intérêts, il a pris 3 000 euros de préjudice moral. Ouais, c'est les classiques. Hein, ça sera, non, faire appel en plus à la cour, il risque de prendre plus. Donc, à mon avis, il ne faut pas lui conseiller de faire appel. Ouais. La particularité du droit pénal, il y a souvent quand même, on ne va pas se le cacher, du chacun pour soi. Les grands pénalistes, les avocats pénalistes, souvent ont envie de garder un petit peu leur jurisprudence pour eux, leur pratique pour eux, et ne pas donner les fils qui font les avocats qui sont. Je suis d'accord, hein, les pénalistes sont très individualistes. Nous, on ne peut pas se le permettre, parce qu'on a en face de nous des grosses institutions, des payeurs, des assureurs. Ils ont des moyens juridique extrêmement important. Et si nous, on ne peut pas répondre avec un discours aussi construit qui va venir de nos échanges mutuels, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc nous, c'est l'intérêt de notre matière de partager parce qu'on est face à des très puissants. Je crois qu'il faudra vraiment... Et après, voilà, moi je suis partisan, effectivement, de pas forcément taper sur les parties civiles, mais eux, ils vont pas se gêner pour nous taper dessus. Oui, mais eux, ils ont le droit. Ouais, pas toi. Quand tu es en défense, tu peux pas. Ça m'énerve. Ça passera toujours moins bien. Le fait de ne pas taper dessus, ça nous servira. Tu crois? Dans tous mes dossiers, je l'ai vu. Et à chaque fois, même quand j'allais saluer le président et tout qu'avant, à chaque fois, ça s'était mis en exergue. Et bien défendu sans faire du sale. Bon, comment on procède? Si tu avais comme ça à expliquer pourquoi il a fait ça. Moi, je crois vraiment qu'il en pouvait plus. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment il arrive à faire l'aller-retour à la voiture pour aller chercher l'arme. Je trouve que s'il l'avait eu sur lui et de suite il l'aurait utilisé, on aurait été peut-être moins en difficulté. Mais pour moi, il en peut plus. Oui, parce que le fait qu'il, même si sur un court instant, le fait qu'il retourne à la voiture chercher l'arme, il y a une notion de préméditation. Et la préméditation, ça peut être sur quelques secondes. Hein. C'est ça. Il en pouvait plus, et puis je crois que dans ces cas-là, tu te fiches des conséquences, quoi. Mais alors justement, par rapport à ça, parce que j'avais réfléchi un petit peu. Ouais, ton petit truc risqué. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on assume le fait qu'il soit raciste. Ah oui, c'est risqué. Ouais. Parce qu'au pire, il ne va pas manger pour ça. Enfin, je pense qu'il faut qu'on assume. Parce qu'on ne pourra pas le passer sous silence. Alors non. C'est dans le dossier, c'est notoire, les enfants s'en revendiquent, on l'a dans les écoutes, mais là, c'est autre chose. Et si, justement, c'est ça aussi où on est bon, quand on amène les choses, qu'on ne laisse rien au hasard, il faut être transparent. Ouais, il est raciste. Ça ne m'arrange pas en tant qu'avocat, je ne vous cache pas. C'est sûr. Mais là, à côté, on en difficulté, là, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse-y, c'est un risque, mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement.
Le dossier, c'est un type qui a pété un plomb et qui a accumulé au fur et à mesure d'années dans une dégénérescence quand même cognitive, comme le dit l'expert, qui fait qu'il perd pied. Et que tu peux, dans une situation comme ça, te sentir, comme tu le disais, en insécurité. Avec cette pelle, avec un type plus jeune, plus fort, qui est charismatique, qui a pas une bonne presse. Et qui te fait peur, en plus. Enfin, qui lui fait peur, clairement, quoi. Réfléchis-y. Oh, je suis déjà séduit. Hein. Mais si je pense que du coup, ils seront tous comme ça. Ah bah ouais, c'est vrai. Ah, c'est sûr que là, ils n'ont plus grand-chose à dire. Hein. Ouais. Maintenant, puis... passons au passage à l'acte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait ça? C'est vrai que d'un côté, tu pollues moins les débats et tu te concentres sur l'acte en lui-même. Et je pense même que la présidente nous en remerciera. Ils ont horreur d'aller dans ces trucs comme ça. Moi, j'aime bien. Dans le dossier où on était en face l'une de l'autre, j'avais trouvé ta stratégie de défense très intelligente. C'était sur un homme qui avait assassiné son fils. En première instance, il avait dit pique-pendre sur son fils en disant « mais si je l'ai tué, c'est quand même qu'il était un peu responsable de quelque chose, c'était un mauvais fils ». Et quand tu es arrivé en appel, tu as voulu faire ressortir le père et de dire effectivement « non, c'est un père aimant, c'est un père qui aime ses enfants ». Et ça, effectivement, j'avais trouvé ça intelligent. J'avais pu y répondre. Parce qu'effectivement, quand tu es un père qui aime ses enfants, tu les menaces pas avec un fusil, tu les menaces pas avec un revolver, comme ça avait été le cas pour ton client. Donc, mais j'avais dû le prendre en compte. Donc cette stratégie, donc, moi, je dois m'y adapter. Merci beaucoup, je l'attendais pas très bien. Avec le coup dans la rue, on n'entend pas très bien. Vous voulez patienter un petit peu, s'il vous plaît? Voilà. Merci. On y va? Vous allez bien? Et vous? Ça va. Je voulais qu'on se revoie dans ce dossier pour faire le point. Tu me connais maintenant, je sais qu'il faut qu'on se voit pour que ça avance. C'est un peu ça. Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait ce vendredi 13 novembre 2015. J'ai été amenée à défendre une dizaine de victimes des attentats du 13 novembre, qu'on appelait entre nous le V13. Ça nous appartient. Et tout d'un coup, on rencontre quelqu'un qui va concrètement nous expliquer ce que c'était de l'intérieur. Mais quand on voit ce jeune homme, ce qu'il a vécu, c'est des copains qui montent à Paris, tous ensemble, pour se faire un week-end concert. Et ils vont au Bataclan. Et ils sont contents, il y a une super bonne ambiance à ce concert des Eagles of Death Metal. Et puis eux, ils sont 3 et lui va être dans la fosse. Très rapidement, il va comprendre qu'il y a un attentat terroriste qui se déroule. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Lui s'en aperçoit dès les premières minutes, dès qu'il entend les premiers coups de feu. Et il va se mettre quasiment en mode combat. Donc il va se jeter par terre. Et après, tout le monde va se jeter par-dessus lui. Donc déjà, il va y avoir un premier combat parce qu'il a l'impression qu'il va étouffer. Les scènes que vous m'avez racontées, c'était quasiment de l'indicible avec un détachement qui était extrêmement étonnant. Et c'était même pas mal. Même pas mal. C'était genre, je m'en suis bien sortie. Il ne peut pas totalement s'enfuir et il va se trouver à plat ventre, sur la scène, caché, derrière le rideau. Et là, il entend cette explosion, il ne sait pas ce que c'est, il ne comprend pas, et il ressent comme des confettis qui atterrissent sur lui. Et il se demande ce que c'est. Et après, il s'apercevra que ce n'est pas des confettis, c'est des bouts de chair, suite à ce terroriste qui s'est fait exploser sur la scène, non loin de lui. Vous avez envisagé de le faire, ce suivi psychiatrique, là, ou pas? Ouais, c'est justement ça le problème, je l'ai envisagé. Je l'ai juste envisagé, j'ai jamais mis en pratique. Ouais. Donc, bon, ça reste une idée comme ça, et j'ai peu mis de choses en place. Rien qui m'encourageait, en tout cas, à aller à une autre séance ensuite. Et voilà, c'est un peu comme pour vous envoyer les papiers, c'est plus ce qui fonctionne jusqu'à maintenant, c'est l'évitement. Et voilà. Il y avait les PGPA, l'instance professionnelle
Donc, elle est retenue à l'incidence professionnelle. J'ai compris à ces histoires d'incidence professionnelle. Pour vous, le télétravail, c'est pas un choix, c'est une contrainte. Oui, voilà, c'est indispensable. Oui, voilà. C'est une contrainte. Le fait que vous soyez pas dans un univers, que vous n'ayez pas à prendre les transports en commun. Donc, en fait, il y a une incidence professionnelle. Le montant de l'indemnisation que propose le fonds n'est pas suffisant. Et c'est toute une vie professionnelle qui est impactée, effectivement, par votre état séquelaire et votre traumatisme qui perdure. Donc, ça, la proposition effectuée... elle n'est pas à la hauteur de... Je ne sais même plus combien c'était. Il propose 5 000 € ouais. pour toute une carrière qui va être impactée. Voilà, et donc on aimerait mieux quelque chose qui soit plus de l'ordre de la réparation concrète. Moi, il y a autre chose que j'ai vu, c'est que vous êtes avec la même compagne depuis 2015. Oui. Et votre compagne, elle savait que vous étiez aux attentats. Oui. Donc peut-être qu'on va faire une demande à son nom aussi. Les proches des victimes directes qui ont survécu sont aussi des victimes des attentats et peuvent faire des demandes. Et à partir du moment où elle savait que vous étiez au Bataclan ce soir-là, je pense que pour elle, il y a eu une angoisse extrêmement importante. Oui, surtout qu'elle n'a pas eu de réponse claire de notre part alors qu'on était déjà sortis. Que je l'ai eu au téléphone, mais elle n'a pas compris que j'étais sorti safe, avec des flics autour. Quoi. Et du coup, elle est restée stressée jusqu'à ce que je récupère de la batterie très tard dans la nuit. On va la joindre à la procédure, du coup. Elle a le droit de demander deux choses, son préjudice d'angoisse et d'inquiétude. Et après, il y a un autre préjudice qui est le préjudice d'affection. À savoir que vos souffrances endurées ont été cotées 4,5, 5 sur 7. Donc c'est fort dans l'échelle des souffrances endurées. Vos angoisses, elle les a partagées, elle en a été le spectateur impuissant. Et à partir du moment où on regarde quelqu'un qu'on aime souffrir, on a de soi-même un préjudice. Les gens, quand ils viennent me voir, ils ne me demandent pas à pouvoir survivre, ils me demandent à pouvoir se racheter une vie, pouvoir continuer à reprendre le cours d'une vie. Et ça, en fait, c'est ma mission. C'est faire en sorte que, quand le processus de réparation est fini, eh bien, les gens aillent mieux. Tu penses que le processus judiciaire va permettre à une victime d'aller mieux ? Ah oui. J'ai vu des gens qui étaient bien indemnisés et des gens qui étaient mal indemnisés. Et je peux te dire que ce n'est pas du tout la même chose. Les gens qui sont bien indemnisés ont l'impression qu'on les a pris en compte, qu'on ne les a pas négligés. Et effectivement, ils peuvent reprendre le cours d'une vie, comme ça. D'accord. Pas la vie qu'ils auraient dû avoir, mais une autre vie. Ils peuvent continuer. Alors que des gens qui ont été mal indemnisés, qui n'ont pas été pris en compte, vont rester bloqués. J'ai vu des parties civiles et des victimes dans les dossiers, dans des procédures, qui pensaient que, alors je te parle du procès pénal, qui pensaient qu'un procès d'assises et un dénouement positif, si tant est qu'on puisse utiliser ce mot, allait pouvoir les faire avancer, et se sont rendus compte que, en fait, ce processus pénal et judiciaire finalement ne serait pas un soulagement et n'était pas un soulagement. Et que leur peine, leur souffrance ou autre continuerait après et qui n'irait pas pour autant mieux. Ah, mais toutes les audiences ne se passent pas de la même façon. Le mieux-être de la victime, en général, il n'est pas juste après l'audience. Il y a le soulagement d'une sentence qui paraît juste, mais en général, la victime, après l'audience, elle dégringole. Et l'apaisement, il vient après, et il vient aussi avec la réparation, avec l'indemnisation. Parce que moi, en tant que pénaliste, en défense, c'est vrai que j'ai cette vision que le procès pénal ne peut pas être thérapeutique, que ce n'est pas la mission première du procès pénal. Alors ça, on n'est pas du tout d'accord. Ça, c'est vraiment la salle du Conseil de l'Ordre. Oui, on se réunit. Oui, vous n'êtes jamais venu ? Bon, en même temps, il n'y a aucune raison que vous soyez venu. Bonjour. Vous nous entendez ? Oui, parfait. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, certains, on ne se connaît pas. Je suis donc Maud Sécheresse. Merci d'avoir accepté de participer, même à minima pour certains ou peu de temps pour certains. On a voulu lancer cet observatoire pour travailler de façon
pluridisciplinaire sur le sujet, tout en n'occultant pas et jamais qu'on est chacun soumis aussi au secret, quel qu'il soit, et notamment au secret médical, mais qu'on pouvait peut-être avancer ensemble et réfléchir ensemble. En tant qu'avocate, je me trouvais parfaitement démunie par rapport à la maladie mentale, et en parlant au fur et à mesure des années avec différents intervenants, on faisait tous ce même constat un peu d'impuissance, de difficulté, de ne pas avoir chacun à notre niveau tous les codes et tous les éléments pour en faire quelque chose. Merci pour l'invitation. L'Observatoire de la folie est actuellement en cours de réalisation. Je crois que c'est aussi mon rôle d'avocat dans la société, en tant qu'auxiliaire de justice, peut-être avec une mère psychologue aussi, ça c'est tout à fait possible, mais humainement aussi, au-delà du professionnel, c'est une sorte d'aboutissement. Ils ont tout à fait de quoi refuser l'indemnisation parce que elle distingue 2 accidents, enfin même, il pourrait y en avoir plusieurs d'ailleurs, il pourrait y en avoir 4-5. Elle ne prend pas en compte le carambolage, elle prend en compte chaque Non, c'est pas... Elle le dit après. Alors là, je dois dire qu'effectivement, juridiquement, c'est bête qu'on n'ait pas eu la motivation avancée comme quoi, ça compte énormément là. Parce que là, je suis pas sûre je suis pas sûre. Mais en tout cas, la motivation, elle est très mauvaise parce que il n'en reste pas moins que d'abord de dire qu'un excès de vitesse de près de 30 km/h, c'est pas une faute caractérisée. Moi, ça me laisse pantois parce qu'on est vraiment sur une violation délibérée c'est grave, quoi, il me semble, surtout pour un jeune conducteur. Donc en fait, franchement, je veux dire, d'abord, on nous qualifie de faute simple, une faute qui à l'évidence ne l'est pas. Et après, on nous dit que ça n'a pas de lien de causalité. Il n'y a pas de petit dossier. Tu ne peux pas jeter un regard méprisant sur quelqu'un qui arrive parce qu'il a un petit dossier. Toi comme moi, quand les gens viennent nous voir, il est arrivé quelque chose dans leur vie. Ça a un impact énorme. Tout à fait. Et de ne pas le prendre en se disant « mais en fait, lui, c'est important pour lui ». Mais nous, dans notre profession, on en voit d'autres, et donc c'est pas important pour nous, c'est pas être avocat. Je vais être très caricaturale, mais en tout cas, c'est pas une mission, parce que c'est naturel chez moi. Je vais défendre de la même manière quelqu'un que je vais assister au titre d'une commission d'office ou au titre de l'aide juridictionnelle dans un dossier, que celui qui va verser des honoraires qui seront plus ou moins importants ou avec la capacité de pouvoir le faire. Parce que c'est mon engagement d'avocat, et parce que c'est par rapport à ce que représente dans la vie de ceux qui me font confiance, ce qui est en train de leur arriver. À l'école d'avocat, j'avais mis de façon un peu ronflante sur mon mémoire « Chaque jour de notre vie peut être le jour le plus important de la vie de quelqu'un d'autre. » Et je le pense. La première des choses, c'est ce qui ouvre un procès d'assises. La cour va se présenter, il y aura le président avec 2 juges pour vous juger, l'avocat général, les avocats des parties civiles et le greffier, et nous et vous. Le président va vous demander de vous lever, c'est ce qui va ouvrir le procès. Il va dire « Monsieur, déclarez-nous vos noms, prénoms, état civil, identité, adresse, etc. » Et là, vous allez prendre la parole. C'est très difficile parce que ça ouvre le procès. Même si ce n'est pas des choses fondamentales, c'est toujours un moment un peu important parce qu'il y a beaucoup de monde qui va vous regarder à ce moment-là. Il va vous demander de vous asseoir et après, vous n'allez plus parler pendant un bon moment. Il va faire l'appel des jurés. Il va tirer au sort le nom de 6 jurés, un par un. Et donc là, nous, avocats, pour vous, on a la possibilité de récuser, c'est-à-dire de refuser 4 jurés. L'avocat général, il peut en refuser 3. Et donc, Josiane, pour ne citer qu'elle, on voit, elle est née en 56 dans les Landes, elle est retraitée. C'est un profil qui peut me plaire. Bonne landaise, bonne française, retraitée, elle peut tout à fait s'associer à Eliane, à vous, et être plutôt un peu de votre côté. Donc on dit rien. Nous, on a des jurés que leur nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et profession. On n'en sait pas plus. Donc c'est pour ça qu'on va faire une petite recherche. Pour chacun, un petit peu, si on arrive à voir leur profil, pour voir un petit peu quel profil politique, je sais pas, quelles associations, ça on le voit parfois sur Facebook, quelles associations ils sont adhérés, quel est leur état d'esprit, quels sont les sujets qui les intéressent. Et en fonction de ça, ça nous permet de faire un premier choix. Il y a 2-3 points qu'on va préparer spécifiquement. Et puis on va essayer de vous revoir une fois par semaine là, jusqu'au procès.
Mais l'essentiel, c'est que nous, on soit prêts aussi. Eh bien, c'est parfait. D'accord? Oui. Bon, prenez soin de vous et soyez prudents sur la route. Hein. D'accord? Tombez pas dans l'escalier parce qu'il est raide. Hein. Ouais. Allez, on ferait plus que ça. Ouais, c'est ça. On ferait tout reporter. Hein. Allez, au revoir. À bientôt. Est-ce qu'il a un profil Facebook? Non, parce que j'ai des amis en commun. Ah ouais? Avec certains? Ouais. C'est pas vrai? Si. Putain, c'est un acteur. Tu sais, il est connu cet acteur en plus. Ah ouais? Ouais, tu vois qui c'est, non? Non, je vois Non? J'ai déjà vu dans des séries, quoi, en fait. Ah oui? Et alors? Qu'est-ce que t'as trouvé? Cette fille-là, c'est la plus jeune d'ailleurs de la liste. Hein. C'est un profil artiste, musique. Je pense qu'il y a une ouverture d'esprit. Pas mal. Ouais. Ouais, effectivement, parce que d'une façon générale, les jeunes femmes jurées, un peu engagées, sont, on le voit quand on plaide, elles sont très à l'écoute et moins répressives. Juré 14, je vois sur son profil qu'il aime le rugby. Le rugby, c'est les valeurs d'ouverture. Ah, très bien. À lui, si les tirs au sort, on prend. C'est vrai que nous, on n'a pas le droit de récuser, et on était une affaire de viol. Et je voyais que le ministère public récusait toutes les femmes. Et au bout d'un moment, je vais voir l'avocat général, il me dit « je récuse les femmes parce que les femmes vont se mettre à la place de la victime et les hommes à la place de l'auteur. Et les hommes, quand ils se mettent à la place de l'auteur, se disent « moi, j'aurais jamais fait ça ». Et donc vont avoir plus tendance à condamner. Alors que les femmes vont se mettre à la place de la victime et ils vont dire « moi, je me serais jamais conduit comme ça, donc je me serais jamais retrouvée dans cette situation-là ». Effectivement, je crois que la question de la récusation des jurés, on est un peu dans le cliché. Aujourd'hui, je ne récuse quasiment plus parce que je considère que je n'ai pas à choisir mes juges. Et que la justice de mon pays, elle est rendue par ces jurés et que je dois m'en remettre à leur bon sens populaire. Allô? Bon, bah, je viens d'arriver à l'hôtel, non? Alors? C'est une catastrophe. Putain, ouais. C'est vraiment... le client a été longuement interrogé cet après-midi par le président, ensuite par les avocats, les machins, les trucs. 2 bonnes heures, hein, facile. Hein. Je pensais pas qu'il allait revenir. Ah ouais, alors bon, il aurait pu être encore plus mauvais que ça, mais tu serres les fesses pendant tout le temps, quoi, parce que t'as tellement peur qu'il sorte un truc, mais il est quand même, si tu veux, en boucle. Et même au terme de 4 jours d'audience sur le fond, où on essaie d'amener des trucs, il passe hyper mal, il passe pour gros raciste, intolérant à souhait, tu vois. Tu me diras, on n'a rien à perdre, hein, là, on a tout à gagner en plaidant, hein, mais c'est pas simple. Ouais, c'est très dur. Et c'est vrai qu'il n'y a rien qui se dégage de cet homme, quoi, en fait. Ça, c'est en termes d'affect, en termes de, tu vois, même d'empathie. C'est un gros optimisme et un peu de défaitisme, quand même, ce soir. Allez, je t'embrasse, chérie. Bonne soirée. Ouais. Tu vas voir, on va leur demander, mais moi je pense que cet argument, il est important pour les victimes. Même si nous on pense que c'est pas le meilleur, il est important pour eux, donc il faut qu'on le. Non, mais il ne faut pas que se dise il y a des fautes, donc c'est sûr il y aura un coupable.
Non, oui, Voilà, c'est il sûr. faut faire le travail quand même de leur expliquer ouais, que... Ils sont quand même un peu désespérés. Hein. Pour eux, ils savent que de toute façon, il ne va rien se passer. Hein. Enfin. Il y a quand même 43 morts, il y a 43 familles en deuil, et la moindre des choses, s'il n'y a pas de poursuite, la justice, elle s'explique. À l'université, le haut du panier, le haut des juristes, faut que ça aille vers le droit des affaires. Et on vous oriente en vous disant qu'il faut aller vers le droit des affaires. À 17 ans, je voulais défendre la veuve et l'orphelin, et je me retrouve à faire des calculs de fiscalité pour que des gens payent moins d'impôts. C'était quoi l'impact de mon métier? C'était quoi la différence que je faisais? Je ne voyais pas. Et il y avait quelque chose d'enivrant là-dedans, d'être tout d'un coup de défendre et de faire triompher ce que moi j'estimais être le bien. Nos avocats ont eu la gentillesse de se déplacer, de venir nous expliquer ce qui nous attend. Voilà. Oui, donc je vous remercie. Je vais me lever, mais je ne sais pas ce que j'ai l'impression que ma voix portera mieux si je me lève. C'est l'habitude de l'avocat. Nous, quand on parle, on se lève. Donc, je voulais vous remercier d'abord d'avoir répondu présent à notre demande. On revient vers vous pour vous expliquer un peu tout ça. Je vous rappelle que l'ordonnance du juge qui dit non-lieu, 2 ans. Ça fait 2 ans qu'elle a été rendue. On peut espérer une réponse à vos questions, à vos tracas. C'est là maintenant. C'est là maintenant qu'on peut nous la donner. Donc on peut espérer qu'effectivement, on va repartir dans le cadre de l'instruction, mais ça veut dire au moins 2 années d'instruction. Et après, le règlement, il prend bien 1 an. Et après, il faut organiser l'audience. Moi, je dis 4 ans minimum. Soit on arrête, soit on refait un tour. Cela, j'ai remonté depuis que j'ai connu mon ami. C'est lui qui m'a remonté Sinon, j'aurais bien suivi mon mari. Ouais, je sais. Oh oui, ouais. j'étais mal. Dépression. Un ami? Oui, il est là. En blanc. D'accord. Voilà. Vous me présentez? Ça fait 1 an que je l'ai il y a pas longtemps. Ah bon? Il y a juste 1 an, oui. Ça, c'est mon ami. Voilà. Écoutez, bonjour. Je suis contente de vous rencontrer. Vous donnez mon bonjour à toute votre famille aussi, oui. Hein? Oui. Je venais d'arriver à Bordeaux en tant qu'avocat il y a peu de temps. C'était l'avant-dernier jour d'un procès d'assises important et à enjeu. Et la radio diffuse Ville de lumière de Gold. Et à ce moment-là, par rapport à l'homme que je défendais, il y a une phrase vraiment du refrain qui a résonné. C'était « aimer jusqu'au dernier combat ». Et elle a eu énormément de sens à ce moment précis du procès pour moi. Et elle m'est restée le lendemain pendant toute ma plaidoirie. Et j'ai obtenu une très belle décision. Et depuis, avant chaque plaidoirie, j'écoute Ville de lumière de Gold. Monsieur, bonjour. D'un coup. Tu as été très bien, Nouvelle. C'est pas évident du tout, et tu as été très très bien. C'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. Pas évident. Je pense qu'effectivement, l'angle n'était pas forcément bon, mais c'est pas de ton fait, bien évidemment. Mais c'était pas évident du tout. Non. Comment remonter la pente, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Ouais. Il ne laissait aucune chance à la possibilité de... Non, il était pas simple, ouais, bien sûr. Mais, enfin, en tous les cas, moi, je trouvais que c'était très bien. D'ailleurs, du reste aussi, comment il s'appelle Anthony Sutter, très bien également. Je trouvais qu'il était bien également. Oui. On s'est complété. Complémentaire. Forcément, on se demandait tous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah oui, on n'avait pas non plus une autour du temps. Les assises, je crois que c'est pour tous des moments très violents.
de nos exercices. C'est bouleversant, c'est en général un huis clos assez symbolique. On est enfermé dans quelque chose de lourd et malgré tout, je crois qu'on a besoin aussi peut-être de soutenir aussi, au-delà de nos places respectives. L'intérêt, c'est que cette machine qu'est la justice fonctionne. Effectivement, ça nous arrive d'aller voir un confrère pour lui dire « Oui, vous avez très bien plaidé, c'était très intéressant. » Et c'est vrai que le fait que tes pairs, donc les gens de justice, viennent te voir pour dire « Le boulot a été fait et il a été bien fait », c'est vrai que c'est extrêmement gratifiant aussi. Mais le plus important, c'est ton client. Parce que notre rôle, il s'arrête à la fin de notre plaidoirie. Quand on se rassoit, notre rôle, il est terminé. Et il faut accepter le fait que ce n'est pas nous qui allons prendre la décision. C'est les magistrats. Ce qui est difficile quand on est engagé. Voilà. Et la limite de notre compétence, elle est là. C'est nous, on essaie de convaincre, mais on ne décide pas, on ne juge pas. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour toi ? Moi, je m'envole pour Marseille. Je suis organisateur aux côtés du Conseil national des barreaux des États généraux du dommage corporel. Ah, sympa. Oh non, c'est très bien, mais c'est fatigant. Ah ouais. Et bravo, toi ? non, c'est chouette. Écoute, alors cet après-midi, je vais être au cabinet et demain, je participe à un colloque de relations population carcérale. C'est bien d'alterner vraiment l'expérience concrète qu'on aime et puis cet autre quotidien. Et l'un nourrit l'autre. L'échange avec les